Salut à tous, on est de retour. C'est Bismart, et donc une heure de... Alors, double discussion, d'abord avec Frédéric Ancel autour de la géopolitique et de son bouquin sur les voies de la puissance, vous allez voir. Très très intéressant sur les aspects géopolitiques classiques, mais sur énormément des questions qu'on pose, nous, dans le monde économique. Frédéric Ancel a des réponses, alors pour certaines d'entre elles d'ailleurs catégoriques, quoi. L'idée, mais on va en parler, l'idée que les GAFAM puissent faire concurrence d'une manière ou d'une autre aux États, mais il exécute ça en 8 lignes. Et puis ensuite, avec Jean-Pierre Petit, on va faire le point quand même. On a eu là les chiffres de l'INSEE hier soir en ce qui concerne la France, mais l'ensemble des courbes sont en train de devenir très préoccupantes absolument partout, quoi. Voilà. Donc où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Comment est-ce qu'on peut essayer de regarder l'environnement mondial, économique? Voilà, ça va être une émission riche et dense. C'est parti. Donc Frédéric Ancel, salut Frédéric. Donc le bouquin s'appelle Les voies de la puissance. On va parler des GAFAM tout à l'heure, parce qu'il y a une construction quand même évidemment logique qu'il faut respecter. Et le point clé, c'est peut-être même le cœur de ton bouquin. Je te cite, ça doit être d'ailleurs dès l'intro. La puissance appartient aux États. L'État est et demeurera longtemps la forme privilégiée du déploiement de la puissance. Oui, c'est ça. Pas la forme unique, mais la forme privilégiée. C'est pas totalement nouveau parce qu'il faut remonter, mais je le dis en une phrase, je te rassure. Non, mais on a le temps, Au traité de Westphalie, 1648, après la guerre de 30 ans, remporté d'ailleurs entre autres par la France, on est à l'époque, c'est la fin de Louis XIII et Richelieu, pour situer ça. Et là, les États européens, c'est ce qu'on a appelé par la suite le concert des États européens, a décidé, je le résume, que seuls les États pourraient continuer à faire la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feraient que la paix, c'est pas l'ONU, c'est même pas la SDN de 1919, mais c'est là le privilège auto-accordé par les États comme institution politique et économique, le privilège donc de pouvoir faire la guerre. C'est-à-dire que dorénavant, les chevaliers, comme depuis la fin de Rome, enfin le début du Moyen-Âge, les chevaliers se faisaient la guerre de manière tout à fait autonome, les barons, les comtes, les ducs ne pourraient plus disposer de ce pouvoir par définition qu'on appelle régalien, qui vient de Rex, donc le roi, mais appartiendrait aux États. Et depuis, les États sont excessivement jaloux de cette prérogative, et il ne t'aura pas échappé que ces dernières années, ces dernières décennies, ces derniers siècles, l'essentiel des guerres, mais des paix aussi, des signatures de paix aussi, sont le fait des États, beaucoup moins des seigneurs de la guerre, donc de bandes de mercenaires ou de pirates ou que sais-je encore, et quasiment plus du tout des autres acteurs. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et donc, parce que tu reviens assez souvent dans le bouquin sur cette logique que tu appelles westphalienne, quoi, justement. Cette logique, ça implique quoi, si on reprend cette idée? Ça implique que si une bande armée quelconque se met à faire la guerre avec des moyens importants, alors elle risque de se retrouver avec l'ensemble des États contre elle, mêmes États qui pourront être ensuite ennemis une fois qu'ils auront réglé leur compte à cette bande armée. Regarde ce qui s'est passé avec Daesh. Ben voilà. Ça, on ne l'a pas toléré. Alors pour d'autres raisons, parce qu'effectivement il y avait aussi le déploiement d'une violence apocalyptique, mais les voisins qui considéraient que c'était extrêmement dangereux, mais également la quasi-totalité des États sur Terre, d'une façon ou d'une autre, politiquement, économiquement ou militairement, ont voulu très rapidement détruire Daesh, en tant que trublion, et pas seulement en tant que groupe djihadiste. Allons plus loin. Tout à l'heure, tu as évoqué dans ta présentation les GAFA ou les GAFAM. Je pense qu'on va en reparler. Mais si demain, Monsieur Bezos, si demain Monsieur Zuckerberg ou d'autres décident d'acheter une île des Caraïbes, d'y placer, alors de créer une nouvelle monnaie, crypto ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qui est l'un des éléments constitutifs de la souveraineté, d'établir une base militaire, un gouvernement, une présidence, les États ne l'accepteront pas. Les États ne l'accepteront pas. Ça, j'en suis totalement convaincu. Et j'irai plus loin, les tentatives qui ont été faites de monter en puissance de la part des infra-États, donc des régions, parfois même des villes, d'autres types d'institutions, des groupes religieux, des groupes professionnels, ont été à chaque fois très durement empêchés par les États. Quitte effectivement, tu l'as très bien rappelé, à ce que ces mêmes États ensuite se fassent la guerre entre eux. Oui, c'est ça. Bon, mais alors, mais alors restons dans les GAFAM, parce que c'est effectivement, moi, ce qui m'intéressait, tu t'exécutes ça. Alors, il y a deux sujets. Les GAFAM, et puis, quand on regarde les choses avec nous, nos yeux de béotiens, et puis les religions. Sur les GAFAM, mais c'est un mot que tu adores, tu dis c'est paresseux.
En fait, sans arrêt. Ça correspond un peu à l'époque. Tu dis, c'est paresseux de penser que Elon Musk, j'ai lu ça la semaine dernière, tu l'as lu aussi forcément, très bon article du Monde sur les leçons à tirer de la guerre ukrainienne. Elon Musk a envoyé 150 000 boîtiers Starlink en Ukraine et les militaires interrogés par Le Monde disent que ça a été un game changer dans le conflit ukrainien. C'est un homme seul qui a pris cette décision, Frédéric. Ah, mais je ne te dis pas qu'il ne peut pas y avoir, ici ou là, une intervention des non-États. Par ailleurs, tu dis homme seul, est-ce qu'aujourd'hui, M. Poutine n'est pas un homme seul? Alors tu vas me dire, non, mais il était à la tête d'un État. Oui, M. Musk est à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou davantage encore. Donc finalement, il est seul, sans être réellement seul. Et au fond, Poutine aussi, il est à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Sauf que tu vas me dire, oui, mais c'est quand même une institution. Et des hommes, des soldats, lui obéissent. Voilà. Bon, mais c'est la seule différence. C'est tout ce qu'on va décrire sur ce qui fait la puissance de l'État, quand même, qui est derrière Poutine aujourd'hui. Alors, entre autres, effectivement, mais Musk l'a est capable. Est capable d'acheter des armes et de les distribuer. Mais est-ce que la mafia n'est pas capable de faire ça? Enfin, est-ce que des mafias n'ont pas aidé ou au contraire entravé des États à maintes reprises dans l'histoire? Et est-ce que des groupes religieux, tiens, prenons au hasard, on était au Moyen-Âge, les Templiers, est-ce que les Templiers ne l'ont pas fait, etc. Est-ce que l'Aga Khan ne le fait pas? Bon, donc oui, bien sûr, mais il n'y a pas quelque chose de... la paresse que je stigmatise, c'est celle consistant à dire, là, ce qu'on voit, c'est révolutionnaire. Eh ben non, c'est pas révolutionnaire. Et lorsqu'on se contente, comme beaucoup d'observateurs le font, de regarder une masse de cash ou alors un point de croissance plus important qu'un autre point de croissance pour établir qu'il y a de la puissance, ça ne suffit pas. Ce sont des éléments constitutifs de la puissance, mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, mais qu'on va décrire d'ailleurs. Mais alors, tu as parlé de la monnaie. À un moment, quand on réfléchissait, et on va peut-être continuer à réfléchir, on ne sait pas ce que vont faire les banquiers centraux, ils ont l'air de vouloir modifier leur politique monétaire, mais quand on réfléchissait à la façon dont on pourrait sortir de cette politique monétaire incroyable qui nous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, à un moment je disais, c'est la fuite devant la monnaie. Et la fuite devant la monnaie, elle est rendue possible par, alors crypto-monnaie ou pas, l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion de ces géants financiers et de ces géants technologiques. Là, il y a un défi direct qui pourrait être posé à la puissance des États, Alors, Frédéric. Oui et non, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si aujourd'hui tu crois dans une nouvelle monnaie qui va s'appeler cacahuète, et si tout le monde suit cette monnaie, ou plus exactement les puissants suivent et adoptent cette monnaie, alors ça en fera une monnaie d'abord réelle, authentique et puissante, mais parce qu'on lui aura conféré un pouvoir particulier. Si tu t'échoues sur une île déserte entre une caisse de biscuits et un lingot d'or, tu ne vas pas choisir le lingot d'or. Oui, on est d'accord. Bon, donc de ce point de vue-là, la concurrence des monnaies non étatiques, on va appeler ça comme ça, encore une fois, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Le troc a existé bien avant les monnaies. Donc ce n'est pas nouveau, d'une part. D'autre part, est-ce que ce n'est pas de toute façon soutenu déjà par un certain nombre d'États? Pensons par exemple à des États en Amérique latine qui ont décidé... Mais oui, mais c'est des États qui sont perdus. Ce sont des États pour les lilliputiens. Alors Lilliputien est perdu. Alors cause ou conséquence? Perdu, pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de se retirer finalement de... Mais ça pourrait, c'est un peu une boutade. Parce que on pourrait considérer que c'est comme ça que ça fonctionne. Toute la logique aujourd'hui de ceux qui parlent sérieusement du Bitcoin. C'est-à-dire, Bitcoin, tu as un outil de spéculation, ok, on laisse ça de côté. Et puis, un certain nombre de gars qui, depuis des années, réfléchissent à cette histoire. C'est justement de créer la monnaie sans État. La monnaie du peuple. Moi, je lis ton bouquin, ça semble impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, un gars avec un porte-avions va venir et va dire « Vous m'arrêtez tout ça, c'est fini ». C'est ça ta logique, Frédéric. Oui, parce que la notion même de peuple est une représentation. Elle m'est extrêmement sympathique. Il y a effectivement des peuples. Mais un peuple en soi n'est pas une institution. Ce n'est pas une institution disposant en soi en tant que peuple d'un trésor, d'un certain nombre de chasseurs bombardiers, et même pas d'ailleurs d'un territoire frontalier. Ouais. Ça, ce sont des États, c'est une structure, un État. Et seules les structures, mais c'est comme ça depuis la haute antiquité, c'est en ça que je dis que c'est paresseux quand on voit ça comme quelque chose de révolutionnaire. Les peuples soutiennent ou ne soutiennent pas des régimes politiques qui leur sont soit des régimes d'occupation, soit des régimes qui leur sont issus directement, mais à la fin des fins, celui qui décide d'appuyer sur le bouton rouge ou de prendre la décision de dévaluer telle ou telle monnaie, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une
structure. Autrement dit, il n'est plus monsieur ou madame ceci ou cela, il est chef de telle et telle institution. C'est ça que je veux dire. Et on va détailler ce qui lui donne ce pouvoir. Je veux juste un mot, parce que ça aussi, donc, sur la religion, alors parlons de l'islam, mais à un moment, mais parce que ça, j'ai adoré ce passage, tu te demandes si sur Israël, le judaïsme est un attribut de puissance. Là, c'est assez compliqué, mais donc, en terre d'islam, la notion d'Oumma est bien défendue par les islamistes, mais faute de volonté des chefs d'État musulmans, y compris des plus pieux, d'effacer leurs propres frontières, celles-ci restent finalement pérennes et solides. Seuls les plus fanatiques des islamistes remettent véritablement en cause l'État, non seulement en pays musulmans mais en Europe, à des fins chaotiques et avec pour objectif la stricte séparation des musulmans d'avec les autres. Ça veut dire, et donc proclamer des républiques islamiques ou des califats selon les contextes et les sensibilités idéologiques, pour toi ça n'a pas de lendemain. L'Iran, pays théocratique, ne remet pas en cause en fait la structure des États, ses frontières et l'ensemble de ce qui lui donne sa puissance. Justement. Moins de personnes, moins voilà, tous les autres. Donc moi je veux bien que tu te dises que c'est une théocratie. En réalité c'est un régime politique de nature religieuse, dirigé par des gens qui se présentent comme étant des religieux, très bien, pas tous d'ailleurs, enfin parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs cénacles, mais essentiellement ils sont religieux, mais ils maintiennent voire renforcent les structures étatiques qui, entre parenthèses, qu'ils n'ont pas créées. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et que l'islam n'a pas créé. Ouais, bon. Donc, en fait, on se moule dans l'État. L'État, en fait, est une invention qui plaît énormément, dans lequel on veut bien s'inscrire, y compris lorsqu'on est prétendument anti-étatique ou religieux ou théocrate, etc. C'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup dans la notion structurelle, fondamentale de l'État. Alors, rentrons dedans. Qu'est-ce qui fait donc la puissance? Alors tu dis, on ne devient pas puissant par hasard. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne devient pas puissant par hasard? Oui, il y a une volonté d'aboutir à quelque chose de l'ordre de la puissance, c'est-à-dire de la souveraineté. Je donne plus des différentes définitions. Enfin, pour l'essentiel, c'est la souveraineté, c'est la capacité de faire. Alors, c'était ma question d'après. Voilà. Comment t'articules souveraineté et puissance? Voilà. Alors, la souveraineté, c'est un terme juridique, politique, institutionnel très clair. On est souverain ou on l'est pas. Si on est souverain, c'est qu'on est indépendant, pour faire très court, indépendant des autres États. Autrement dit, on dispose d'une force armée, d'une justice, de symboles également, de souveraineté, indépendant des autres États. Bon. La monnaie, pas forcément. Confère l'euro. Mais enfin, c'est une autre question. Ouais. La puissance te permet d'être souverain. La puissance permet d'être souverain, c'est-à-dire de prendre tes décisions souverainement au regard de la volonté éventuellement négative d'autres acteurs. Et la définition sûre, c'est vraiment faire, empêcher de faire et refuser de faire. Bon, et bien ça, les États restent là encore les acteurs de loin prédominants par rapport aux autres dans cette capacité d'être puissant. Non, mais c'est super intéressant parce que il t'a pas échappé que ça y est, on a des ministères de souveraineté là maintenant. On a un ministre en charge de la souveraineté industrielle et numérique et un ministre en charge de la souveraineté alimentaire. Seule la puissance leur donnera. La souveraineté ne se décrète pas, quoi. Voilà ce que tu dis. Alors, il ne suffit pas de dire oui, on va être souverain pour le devenir. Exact. Voilà. On peut très bien l'affirmer, il y a maints groupes politiques, alors parfois qualifiés de terroristes, parfois pas du tout, qui ont revendiqué la souveraineté et qui ne l'ont absolument pas obtenue. Donc on est réellement sur des critères de force très très précis, très pointus. À propos de pointus, le premier que je cite, que je mentionne, je le regrette mais c'est ainsi, c'est le hard power. Il faut cesser, pour le coup, je reprends ce terme qui effectivement m'est assez cher parce qu'on vit dans une société paresseuse, le soft power fait passer la pilule de la puissance. Le soft power ne te confère pas de la puissance. À la fin des fins de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer? On va établir des lignes de cessez-le-feu parce qu'il y aura bien un cessez-le-feu, je ne t'ai pas dit un traité de paix, mais un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu, il s'établira sur une ligne qui n'aura pas de rapport avec la guerre de communication remportée ou pas par les Russes ou par les Ukrainiens. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Le soft power permet de faire passer la pilule de la puissance. Et quand je dis qu'effectivement on ne le décrète pas, un jour un ami, lorsque je lui donnais le titre de mon futur bouquin l'an dernier, il m'a dit attends, les voies de la puissance, mais les voies au sens VOX, voilà, X, ou les voies ou les chemins. Et ça m'a interpellé, j'en ai fait dire mon introduction. Et j'ai découvert à la fin donc de cet ouvrage que en réalité lorsqu'on avait emprunté les voies qui permettaient d'être donc le plus souverain possible, donc les voies de la puissance, on donnait de la voix. Et rarissimes sont les contre-exemples. Il y en a un qui d'ailleurs a été apocalyptique, c'est celui des États-Unis d'Amérique de 1920 à 1941. Ils étaient objectivement une très grande puissance, ils disposaient de
tous ses attributs et au-delà. Et ils ont décidé politiquement, de manière extrêmement forte et ferme, jusqu'en 41, et il a vraiment fallu perdre la bourre en décembre 41 pour que ça bascule, de ne pas employer à l'extérieur de leurs frontières ces attributs de puissance. Et ça, c'est l'un des rarissimes contre-exemples qu'on possède dans les siècles précédents. Bon, mais ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai, parce que tu la poses sur les États-Unis, sur la Chine, mais on va y revenir. Mais ce que tu dis, donc, soft power, donc le Qatar, on balaye. C'est le gaz qui donne sa puissance au Qatar, pas le football et pas tout ce... Mais bien sûr. Et le gaz n'est qu'un viatique de puissance. Mais si un jour l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ne se contentent plus d'un embargo ou d'un blocus maritime, mais décident d'attaquer le Qatar, je peux te garantir que le Qatar, on n'aura pas pour quelques heures. Et il y aura personne pour parce que toute la stratégie du Qatar, c'est justement ça, c'est de dire on n'est qu'un point sur la carte, personne ne sait ce que ça représente. On ne veut pas finir comme le Koweït en 90. Oui, mais les lobbyistes qui soutiennent le Qatar pour des raisons footballistiques ou autres, c'est pas eux qui vont venir défendre manu militari le Qatar si un jour le Qatar voit déferler des chars saoudiens sur son sol. C'est ça le problème. C'est ça l'histoire. Donc les opinions publiques, qui d'ailleurs là où ça finit, c'est un concept aux trois quarts foireux parce qu'une opinion publique c'est jamais négligeable, sauf que c'est surtout jamais qualifiable ni quantifiable la mesure de puissance qu'elle te donne. Donc il faut beaucoup se méfier aussi de ça. Donc le Qatar joue sur les opinions publiques. Alors c'est formidable. Ici on aime beaucoup, beaucoup de gens aiment beaucoup le PSG. Bon, on s'en fiche, c'est pas le problème. Non. Parce qu'à la fin des fins, même les joueurs du PSG, c'est pas eux qui vont aller soutenir le Qatar s'il est soumis à un blocus, c'est-à-dire au hard power. Ouais, c'est ça. Voilà, à la fin des fins, c'est ça qui compte. Et juste parce que c'est très intéressant, évidemment tu l'as écrit avant la crise ukrainienne, mais c'est très intéressant de le lire à l'aune de la crise ukrainienne. C'est pas parce que Zelensky est à la télévision tous les jours que les États-Unis débloquent 45 milliards de dollars. Absolument. Voilà. Ce n'est pas pour cette raison-là. Et j'ajoute un point, même si Zelensky mène une campagne de communication tout à fait remarquable, qui d'ailleurs n'est pas du tout illégitime, bon, il a été objectivement agressé, il ne faut pas parler de guerre de communication, parce que Poutine s'en fiche à un point, mais il dit n'importe quoi. Et il assume pour l'essentiel ce qu'on lui reproche. Ça ne l'intéresse pas. Et de ce point de vue, la faute de combattant, il faut arrêter paresseusement, cette fois-ci je l'utilise en adverbe, de dire « Ah mais là, Zelensky est en train de l'emporter, mais il l'emporte sur personne. Il n'y a personne en face. » En revanche, je pense qu'il a raison quand même d'en faire beaucoup. Encore une fois, c'est une expression qui ne porte pas illégitimité. Il a raison d'en faire beaucoup parce que ça lui permet de tenter de maintenir la pression contre, la pression notamment des sanctions, contre Poutine, si... à tout le moins aux États-Unis et en Europe, les gens continuent d'être réellement émus. Parce que politiquement, d'ailleurs on l'a bien vu au présidentiel en France, politiquement, même si ça s'est joué à la marge, certains candidats ou candidates ont très visiblement obtenu un petit gain ou perdu quelque chose sur la base de ce qu'ils disaient de la situation ukrainienne. Donc même si c'est à la marge, c'est quand même pas négligeable. Et ce qu'il fait, et donc c'est le premier des attributs en fait pour toi de puissance, la représentation d'un soi collectif. Zelensky, il est en train d'inventer l'Ukraine, en fait. Alors, il l'invente... Je le dis un peu brutalement, mais... J'entends bien. Il invente ou il l'accompagne. Moi, ce que je dis modestement dans mon bouquin, c'est qu'il y avait l'émergence d'une conscience nationale ukrainienne ces dernières décennies. Et à force de ne pas avoir voulu le comprendre, ou à force peut-être de l'avoir trop craint, je ne sais pas, Poutine est allé à l'aventure. Et il est en train de fonder, pour le coup, peut-être davantage, j'ai très bien compris ce que tu disais, mais Zelensky, bien sûr, mais il accompagne ce phénomène et il le renforce. Mais à la fin des fins, je réemploie cette expression que j'aime bien, mais c'est quand même Poutine qui crée la nation ukrainienne. Alors au sens le plus, on va dire, vindicatif et résilient du terme. C'est ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Ça existait et il l'a mésestimé. Poutine a sous-estimé, comme le font malheureusement souvent des chefs d'État qui pourtant, a priori, sont pragmatiques. Je rappelle que c'est un lecteur de Karl von Clausewitz, grand stratège prussien mort en 1831, qui est le parangon de la rationalité et du pragmatisme. C'est un lecteur dans le texte. Eh bien, là, il s'est planté. Il a mésestimé les Ukrainiens. Comme les armées coalisées sur la nation en 1790. De la même manière, en fait, on crée là ce que tu dis. J'adore cette phrase d'ailleurs, représentation d'un soi collectif, ce que l'Europe n'a pas. C'est l'idée de nation. Et non, on l'a pas encore. On l'a pas encore. Est-ce que Poutine nous aide pas au moins à créer le débat ? Alors tu dis, l'Europe a besoin. C'est quoi ton expression ? L'Europe a besoin d'un ennemi commun. Toute nation. Tu le dis pas comme ça, mais je cherche l'adversité.
les nations se créent dans l'adversité. Et l'Europe, en l'occurrence, effectivement, là, a trouvé, elle l'a pas cherché, mais a trouvé au moins, dans cette espèce de pierre de fondation jetée dans son jardin violemment par Poutine, elle a trouvé de quoi au moins débattre de l'accession à la deuxième dimension de la puissance, c'est-à-dire le politique. Donc le côté, quelque part d'une manière ou d'une autre, nationale. La première dimension, celle du traité de Rome et auparavant de la CECA, elle a marché, certainement d'ailleurs au-delà de toute espérance des fondateurs. C'est très très bien marché. L'Europe puissance au sens économique du terme, elle fonctionne très bien. En revanche, on n'a jamais pour l'instant assumé, et certainement pas nos amis et voisins allemands, la dimension justement politique. Et qui dit politique dit aussi stratégique et militaire. Faute d'un adversaire commun. Alors, faute d'un adversaire commun, pas uniquement, parce que pendant la guerre froide, on en avait un. Il y avait 200 divisions soviétiques de l'autre côté quand même. Hein. Bon. Mais on a décidé de se protéger, d'accepter ou de revendiquer et de demander toujours plus de protection américaine. Maintenant, l'URSS chute entre 89 et 91. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on n'a pas pensé ou repensé l'OTAN, ça c'est sûr, mais l'Europe. Et là, Poutine, par un faux paradoxe, parce qu'effectivement, c'est l'adversité qui nous pousse à ce débat-là, pousse, je crois, beaucoup d'Européens à prêter davantage l'oreille à ce que le tandem Macron-Le Drian a tenté de faire pendant 5 ans, c'est-à-dire non pas de bypasser, non pas de contourner l'OTAN, non même pas d'affaiblir l'OTAN, mais de proposer à nos amis européens un surcroît d'autonomie, ça ne va pas être très difficile, hein, juste déjà un peu la création d'une autonomie vis-à-vis de nos amis américains qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, on le voit bien aujourd'hui. Donc représentation d'un soi collectif et évidemment le premier instrument de puissance derrière auquel on pense, c'est l'armée. Et là aussi l'Ukraine fait réfléchir quand même. Et d'ailleurs tu dois te relire avec beaucoup de plaisir parce que tu avais à peu près tout compris tu l'écris des pages entières sur la détermination du soldat finalement. Ah oui, ça c'est Bonaparte qui disait qu'un soldat déterminé en valait 3. Ouais. Ça, César le préconise, Sun Tzu au IVe siècle avant Jésus-Christ le préconise aussi. Le degré de motivation, il est absolument fondamental. Bonaparte remporte toutes ses batailles, toutes ses victoires ont été remportées en infériorité numérique. Et je te passe les Israéliens à plusieurs reprises, et je te passe les Arméniens en 94 contre des Azéris qui a priori étaient plus forts. Donc la motivation, la détermination du soldat et de l'arrière, bien sûr, elle s'inscrit le plus souvent dans un cadre, allez, on va l'appeler idéologique, n'y voyons pas que du mal, et là, évidemment, c'est l'émergence d'une nation, et c'est d'autant plus vrai qu'elle est agressée. Objectivement. Alors après, l'Est du Donbass, depuis 2014, on peut toujours ergoter. Mais enfin, le 24 février 2022, bien sûr. la Russie mais bien sûr. Et là, il y a et tu me parlais de Zelensky, bien sûr, mais il a senti... Il est assez courageux et intelligent, parce qu'il aurait pu prendre ses clics et ses claques, sa famille et quelques officiers, et partir... Ah mais évidemment, mais immense admiration. Parce que les premières semaines, à Kiev, c'était pas joué. Plus sa famille que lui, d'ailleurs. Que lui reste à la limite, mais il a gardé toute sa famille à Kiev. Que tu as raison, et qu'il l'accompagne, et quelque part, oui, qu'il l'incarne, et maintenant il incarnera, je pense, pour l'histoire, cette naissance, si tant est qu'il ait fallu une naissance, mais de la nation ukrainienne. Dans ta réflexion sur les voies de puissance, c'est vrai que je suis d'une génération où, à la limite, on se disait qu'il suffisait d'aligner les têtes nucléaires. Non. Ah non, mais surtout pas, parce que... c'était... c'est fait pour ne pas être utilisé. Et les têtes nucléaires, ou les chars d'assaut, peu importe, mais d'aligner, en fait, l'ensemble des moyens. Mais parce que là aussi, en lisant mal, d'ailleurs, Fukuyama en 90, les Ouest-Européens sont devenus, de nouveau, sont devenus très, très paresseux, en considérant que finalement, d'abord, en considérant que l'économie primait le politique. Alors. Non et non. Alors vas-y, pourquoi non ? Vas-y, dis-moi pourquoi non. Parce que la rationalité qui est la nôtre, soyons humbles, on va dire aujourd'hui en Europe occidentale et dans beaucoup de pays, consistante à dire la paix vaut mieux que la guerre, pas seulement pour des raisons morales, mais parce qu'il y aurait trop à perdre en hommes, bien sûr, mais aussi en matériel, en argent, en prospérité, en faisant la guerre. Ça, c'est notre vision rationnelle. Parce que nous sommes protégés d'abord par le parapluie américain, et puis en Europe, on a décidé, et réussi, on a décidé de devenir amis et d'éviter de faire la guerre. La logique de M. Poutine est une logique qui prioritairement, pas exclusivement, mais prioritairement, est de nature différente, de nature idéologique. Donc, quels que soient les coûts, les coûts de son intervention en Ukraine, de toute façon, il fallait qu'il soit le maillon d'une longue chaîne de chefs russes, des premiers tsars jusqu'à, on ne sait pas, en passant d'ailleurs entre parenthèses par Staline, qu'il vante aujourd'hui plus souvent que malheureusement, la longue chaîne de ceux qui défendent la sacro-sainte Russie contre les complots occidentaux. C'est toujours la même ritournelle. Et de ce point de vue-là, si tu adoptes ce point de vue-là, si on le comprend en tout cas,
Alors on comprend beaucoup mieux pourquoi les pertes en hommes, en chars et même les sanctions occidentales peu lui chaud, ça ne l'intéresse pas. C'est pas que ça ne l'intéresse pas dans l'absolu, mais au regard ou par rapport à sa priorité qui est de nature idéologique, eh bien ça devient marginal. C'est la grande faute de l'Allemagne dont elle se réveille que d'avoir cru qu'on pouvait acheter une paix économique. Ah bah, la faute de l'Allemagne... Enfin, elle y a été contrainte au départ, d'accord. Mais oui, mais enfin, depuis 10-15 ans, elle aurait pu en sortir quand même. Et elle l'a refusé à toute force. Ah bah, elle l'a refusé à toute force. Bon, d'abord, Mme Merkel était très très pacifiste, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais elle-même l'était, dans une société devenue pacifiste à cause de l'horreur et de l'humiliation et de la catastrophe et du cataclysme de 40-45, de 33-45, et puis le parapluie américain. Sauf que Trump a démontré pendant 4 ans quelque chose d'extrêmement clair, et peut-être même à certains égards Obama, avec son manque de détermination face à Assad en Syrie. Trump a démontré qu'en réalité, un président américain pouvait se ficher totalement de l'OTAN et de la protection des Européens. Et là, je pense que les Allemands ont senti passer le vent du boulet, si je peux me permettre en ce moment l'expression. Donc on en revient, mais c'est ça qui est assez génial dans le bouquin, c'est qu'on en reste toujours à si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je pense même, je vais plus loin, que le terme de puissance est un terme qui ne doit, et même de rapport de force d'ailleurs, ne doit pas être considéré comme un terme ou des termes performativement négatifs. Tout dépend de ce qu'on fait de la puissance. C'est pas parce qu'on recherche de la puissance qu'on est nécessairement impérialiste. Oui, mais tu dis, mais ce sera à la toute fin. Attends, juste diplomatie, renseignement. Très intéressant. Donc, tu dis la multiplication des acteurs internationaux retire à l'État sa primauté d'antan et relativise le poids de ses hauts fonctionnaires. Oui, on n'a plus besoin de diplomates. C'est-à-dire que l'État n'est pas le seul acteur, il reste primordial. Et la diplomatie demeure l'une des constantes régaliennes, enfin des fonctions régaliennes, quoi. Bon, la diplomatie, c'est essentiellement celle de l'État. Mais aujourd'hui, avec des ONG de plus en plus importantes et de plus en plus puissantes, avec, je te l'accorde tout très volontiers, les GAFA ou les GAFAM si tu veux, avec des villes ou des régions qui sont parfois devenues extrêmement riches. La Californie, c'est la 7e ou 8e puissance économique du monde, en tout cas, c'est bon. Avec des groupes religieux qu'on ne peut pas totalement négliger. Bon, à commencer par le pape depuis des siècles, bon, même s'ils sont moins importants qu'auparavant. Il y a eu multiplication des rapports diplomatiques, mais diplomatiques au sens générique, au sens large du terme. Donc la multiplication des canaux de négociation, c'est ça que je dis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a malgré tout, et je le dis en ce moment, et j'assume tout ce que je dis, globalement plutôt moins de conflits que ces dernières décennies. Alors bien sûr, il y a eu le Caucase, Arménie-Azerbaïdjan, il y a 2 ans, presque 2 ans, terrible, pendant 8 semaines ça a été terrible, malheureusement. Le Yémen, ça se poursuit avec une plus ou moins haute, plus ou moins basse intensité. Il y a aujourd'hui la Russie. C'est vrai, malheureusement, ça en fait 3, on peut en ajouter 1 ou 2, alors de moindre intensité, notamment en Afrique subsaharienne, c'est moindre, et globalement, attention, je dis bien globalement, moins létal, moins meurtrier que dans les décennies et les siècles passés. C'est plutôt mieux quand même. J'adore, j'ai juste un petit passage historique que j'adore. Donc tu dis diplomatie, renseignement, indispensable pour... Alors on n'a pas le temps, mais on pourra en parler des heures. L'information et le renseignement restent indispensables. Et des alliances. Et tu dis, on n'est pas puissant tout seul. Pas de solitude stratégique. Voilà, pas de solitude stratégique. L'Ukraine est en train de payer sa solitude stratégique. Charles V, Charles VII, Saint-Louis, enfin Louis XI, préfèrent la négociation à la guerre, et s'il ne répugne pas à l'entreprendre lorsqu'elle s'avère absolument nécessaire, une victoire servira à mieux négocier la suite. 3 souverains qui limitèrent les destructions et pourvurent à l'agrandissement du royaume de France. À l'inverse, les rois chevaliers Philippe VI de Valois, Jean de Lebon goûtèrent davantage aux cavalcades flamboyantes, y compris quand l'ennemi anglais voulait négocier. Ils contribuèrent grandement à la ruine du pays. Oui, c'est juste. Et je vois que tu es un médiéviste émérite. C'était précisément ces passages. C'est vrai. Et pour parler du monde contemporain, je pense que c'est adaptable à la Chine. Parce que sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Braudel, lorsque tu regardes sur les siècles et les siècles, la manière, le modus operandi politique et stratégique, de manière générale, de la Chine, tu t'aperçois de quelque chose d'extrêmement clair, c'est que occasionnellement, ils font la guerre, on l'a vu encore en 79 contre le Vietnam, même si ça leur a peu apporté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour l'essentiel, les Chinois, quelle que soit la dynastie, donc quelle que soit la nature du régime en place, répugnent à utiliser primordialement la guerre au sens létal, mortel, violent du terme. Sauf que là, tu nous dis que la Chine, alors d'ailleurs c'est assez surprenant, tu dis elle a des vrais problèmes, la Chine, elle a une armée qui sait pas se battre.
qui s'est jamais battue. En tout cas, on ne sait pas si elle sait se battre. Voilà. Comment le pourrait-elle? Les manœuvres avec qui elle est faite, elle n'a pas d'alliés. Il n'y a que la Corée du Nord. Voilà. Il n'y a pas de manœuvre. Mais là aussi, c'est le président de la Russie où on se rend compte que les jeunes gars alignés, en fait, ne savaient pas se battre. Elle a une grosse dépendance énergétique, dis-tu? Immense dépendance énergétique, bien sûr, bien sûr. Et donc, elle se retrouve... Façade maritime extrêmement gênée face à des zones archipélagiques et insulaires qui lui sont hostiles. Voilà. Et elle se retrouve avec une géographie, avec des voisins, et au fond même avec une armée qui, à mon sens, constitue pour l'instant plutôt des faiblesses. Et ça me rend plutôt optimiste sur la question de Taïwan, parce qu'encore une fois, l'expérience démontre que la Chine tente de monter en puissance, mais par des voies d'abord différentes de celles de la guerre, contrairement aux Occidentaux et aux Russes qui, eux, ont systématiquement depuis Rome, même depuis, que dis-je, depuis Athènes et Sparte, cherché d'abord à établir un rapport de force militaire dur et ensuite effectivement à négocier ou à se partager le butin. Les Chinois font plutôt différemment, on le voit d'ailleurs avec le commerce et la finance, ils font plutôt différemment d'une part, et d'autre part, ils ne sont pas stupides au point de croire que les Américains ne feraient rien. Et ce qui est en train de se passer et leurs alliés en Ukraine est intéressant, parce que la démonstration de force vos forces, c'est l'un de mes préceptes géopolitiques préférés. Et Biden, on lui a fait un procès en incompétence ou en vieillesse ou en nullité ou en mollesse que c'est encore depuis janvier. C'est quelqu'un d'extrêmement fort. Et il y a 4 jours de cela, il a dit, et c'est la première fois qu'un président américain le disait avec autant de clarté, en abandonnant l'ambiguïté stratégique qui avait été celle de ses prédécesseurs sur Taïwan, nous interviendrons militairement. Et tu te rends compte de ce que ça veut dire? Et on abandonne l'ambiguïté stratégique. Et les Chinois n'ont quasiment pas réagi. Oui, mais est-ce que ce que tu décrivais, tu opposais notre illusion de puissance par l'économie à une puissance idéologique? Les Chinois, c'est la même idéologie qui va les amener à aller à Taïwan? Alors, c'est tout à fait juste, mais eux mésestiment, me semble-t-il, beaucoup moins les rapports de force. D'accord. Je pense que Poutine s'est laissé enfermer ces dernières années. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas, je le reconnais, ceux qui l'ont rencontré le disaient les uns après les autres. Il s'est laissé enfermer dans une bulle idéologique telle que le reste passait tout à fait, non seulement au second rang, mais était devenu marginal pour lui. Ce n'est pour l'instant pas le cas des Chinois, me semble-t-il en tout cas. Parce que ta question fondamentale, alors que tu poses au moment des États-Unis. Alors, d'abord, tu dis pourquoi la puissance pour vouloir toujours plus. À quoi ça sert? Et sur les États-Unis, une telle puissance, pourquoi faire? Et quand on te lit entre les lignes, tu sembles écrire qu'on va inéluctablement vers l'affrontement militaire entre ces deux grandes puissances. Alors, c'est une possibilité. Celui qui s'en affirme sûr, à mon avis, de manière un peu péremptoire, c'est Graham Allison, mon collègue américain qui a écrit Le piège de Thucydide, publié chez Odile Jacob, là, il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais en fait, Athènes et Sparte étaient, à l'époque, lors de la guerre du Péloponnèse, c'est ce que nous dit Thucydide, étaient mécaniquement poussé à la guerre parce qu'il y avait un numéro 1, un numéro 2. À partir du moment où le numéro 2 avait décidé de mettre tous les moyens en œuvre pour devenir numéro 1 et que le numéro 1 avait décidé de le rester ad vitam aeternam, mécaniquement on allait à la guerre. Or, à l'époque, il n'y a pas de bombe atomique. Aujourd'hui, il y en a. C'est-à-dire que là, ça signifierait potentiellement renverser la table et mourir. Jusqu'à présent, ni à Washington, ni à Pékin, je ne sache qu'on est affaire à des régimes potentiellement apocalyptiques. Ça, c'est la première chose, et ça pourrait le devenir, j'espère pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un contre-exemple tout à fait passionnant. Le Royaume-Uni, au milieu du 19e siècle, est extrêmement inquiet de la montée en force des États-Unis, à qui d'ailleurs ils ont déjà fait la guerre en 1812, tout le monde l'a oublié. Et une partie de l'intelligentsia britannique dit on va casser leur flotte parce que sinon ils vont devenir plus forts que nous. Et finalement ils y renoncent. Et pourquoi ils y renoncent? Parce que vraisemblablement les Britanniques à l'époque ont-ils compris que de toute façon, avec une telle démographie, un tel espace, de telles ressources, déjà d'ailleurs énergétiques à l'époque, entre autres, avec une telle insularité stratégique, une bénédiction géographique phénoménale et une volonté des fondateurs d'aller toujours plus loin, notamment, et toujours plus haut, notamment sur la base de cette manifeste destinée, cette bénédiction reçue de Dieu pour faire le bien sur Terre, qu'ils n'y arriveraient pas. Et donc, l'Angleterre a basculé dans une espèce de fatalisme consistant à renverser le problème et à faire des États-Unis un allié extrêmement important, puissant, permanent, et qui d'ailleurs nous a quelque part, et les a sauvés en 1917 et en 1941. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, tu décris très très bien, parce que tu le dis d'un mot aussi, la puissance, elle est
Je ne sais pas si tu dis d'abord géographique. Oui, tu dis d'abord géographique. Non, entre autres. Mais là, Oui, en tout cas, entre autres. Sur la démographie, tu t'expliques bien qu'il faut faire attention. Oui. Sur la géographie, effectivement... l'insularité stratégique dont bénéficient voilà. les États-Unis, c'est quelque chose de... Ouais, c'est pas unique, mais enfin, c'est extrêmement rare quand même. Et ça, c'est une bonne fée qui s'est penchée effectivement sur l'Amérique. Qui fait même naître une petite thèse complotiste autour de Pearl Harbor, où il y a toujours cette idée, je ne sais pas d'ailleurs si tu arbitres toi ça, cette idée que les Américains savaient que Roosevelt allait laisser faire pour pousser à l'entrée en guerre. Enfin bref, c'est un débat passionnant. Mais... qu'il y avait potentiellement un scénario, mais tu sais, des scénarios sur la table d'un chef d'état-major et d'un président, mais il y en a tellement. Oui. Quant à Roosevelt, il aurait fallu qu'il soit extraordinairement cynique pour laisser faire. Moi, j'y crois pas et en tout cas, on n'a pas de preuves. Mais ça voudrait dire, et on va finir là-dessus, ça voudrait dire, parce que, encore une fois, tu dis, faut que je retrouve le truc, mais tu dis, la puissance, c'est au tout départ. La puissance, je vais retrouver le truc tranquillement, voilà. Pourquoi rechercher la puissance? À quoi sert-elle? Pour résumer, nous répondrions à être ou avoir plus, toujours plus. Et donc ça veut dire que l'Amérique serait la première puissance raisonnable qui ne chercherait plus à avoir toujours plus? Elle cherche à avoir toujours mieux et toujours plus. Hein. On le voit aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas créé la crise ukrainienne. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se renforcer. Et ils l'acceptent et ils l'assument totalement. Non, ce ne sera pas... Non, moi, ce que je disais, c'est que de 1920 à 41, ah oui, alors si tu évoques là l'isolationnisme de l'époque... Non, c'est juste... Aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'est une puissance qui est toujours en quête de plus et de mieux. Mais ce terme-là... Et elle en a besoin, si je te lis bien, elle a besoin de rester dans une dynamique, comme une entreprise a besoin de croître, comme elle a besoin de rester dans une dynamique de puissance. Il y a quelque chose qui relève du besoin, pas seulement chez les Américains, mais alors eux, pour une bonne partie encore de la population américaine, voient ça de manière presque théologique. Hein. Ils ont reçu une mission, hein, donc de faire le bien sur Terre. Pour faire le bien, il faut être puissant, hein, pour utiliser des carottes, mais aussi des bâtons contre ceux qui sont les ennemis acharnés du bien, etc. Bon. Mais à certains égards, la Révolution française, que tu mentionnais tout à l'heure, c'est une révolution pas seulement philosophique, mais une révolution en termes de puissance. La nation qui est issue de ça, et le régime républicain, puis d'ailleurs le Premier Empire qui l'a confisqué, ont été extrêmement volontaristes, et c'est le moins qu'on puisse dire en termes de projection de puissance. Donc je te dirais que c'est pas toujours le cas, mais c'est pour l'essentiel dans l'histoire des nations le cas. Et bien sûr, toujours plus, je l'ai emprunté au titre tout à fait fameux de François Closet, dont on reparle d'ailleurs en ce moment. Mais toujours plus, d'ailleurs, ne portez pas forcément là-dessus. Oui, mais non, j'ai trouvé le truc en décalage. Mais bien sûr, alors, ça portait pas du tout sur son bouquin. Non, pas en du revanche, tout. le titre, il est phénoménal parce que à regarder encore une fois les temps longs, la plupart des individus, sans aucun doute, mais également les structures qui les encadrent et qu'ils ont décidé en général de s'adjoindre pour leur vie quotidienne. Alors les États et d'autres structures veulent toujours plus et toujours mieux. Tu vois, c'est ça, c'est une question philosophique. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est ce que nous enseigne Poutine. Tu parles de Fukuyama, de la fin de l'histoire. À partir du moment où tu as un gars qui ne sera jamais satisfait, alors... oui, l'insatisfaction est la mère de beaucoup de problèmes. Ouais. Merci Frédéric. Merci à toi. Frédéric Ancel, donc, les voies de la puissance. On continue Bismart. On repart les amis, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Je vais donner donc, alors juste, on va parler évidemment de la France mais du monde hein, et d'une éventuelle récession mondiale, hein, c'est ça, hein, comment éviter la récession. Les chiffres donc de l'INSEE qui sont tombés hier, une inflation en ce qui concerne la France à 5,2%. Pour le mois de mai, 8,1 pour la zone euro, un PIB en contraction sur le premier trimestre, donc en ce qui concerne la France, recul de 0,2%, avec ce qui est peut-être le truc le plus inquiétant, qui est le recul de la consommation, hein, recul d'1,4%. Et maintenant, l'INSEE dit, enfin non, c'est les économistes qui regardent, mais tu vas me dire ce que tu en penses, que pour la France, c'est 2% de croissance max en ce qui concerne 2022. Voilà, donc... Est-ce qu'on est rentré là dans un cycle, on parlait à un moment de stagflation, mais qui pourrait même être pire? Et est-ce qu'effectivement, il y a maintenant des risques de récession
pour l'Europe, pour la zone euro, à l'échelle mondiale. Comment est-ce que tu regardes tout ça ? On va raisonner à l'échelle mondiale. Alors, raisonnons à l'échelle mondiale, parce qui que... décide, hélas, voilà. Et donc, il y a des risques très sérieux de récession mondiale, absolument. Et qui sont, à mon avis, supérieurs à 50% aujourd'hui, mais pas immédiatement. Parce que, 2023, tu dis ? je dirais oui, courant le 2023, printemps-été 2023. On a un certain nombre d'indicateurs, nous, qu'on utilise, et tu parlais de la stagflation. Ouais. En fait, l'inflation est un indicateur avancé de récession. Il ne faut pas oublier que jusqu'à Covid, les 11 récessions d'après-guerre avaient été précédées par un pic d'inflation, avec 6-7 mois d'avance. Et d'ailleurs, le pic d'inflation en moyenne ou en médiane était de 6 à 7, tu vois, alors qu'aujourd'hui, on a plus de 8. Et je vais même te mentionner un autre indicateur qui va peut-être plus te surprendre, parce que les pics d'inflation sont un indicateur avancé. On a d'autres indicateurs. Le taux de marge qui commence à baisser est un indicateur avancé. La courbe des taux qui s'aplatit, voire qui s'inverse, c'est un indicateur avancé. On a également le taux de chômage, le bas niveau de taux de chômage, qui est un indicateur historiquement avancé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a un taux de chômage à 3,5, on a une inflation à plus de 8. Et je vais te dire une chose. 3,5 aux États-Unis, là, oui, tu parles des États-Unis, oui, voilà. C'est le cœur du truc, hein. C'est le cœur du réacteur, voilà. On parlera de la Chine si tu veux. Voilà. Bah oui, quand même. Voilà. Mais depuis la récession de 53, quand tu as une inflation supérieure à 4 et un taux de chômage inférieur à 5, il n'y a pas, pendant un trimestre, pendant 3 mois, il n'y a pas un moment de l'histoire d'après-guerre où tu n'as pas eu une récession dans les 24 mois. Donc aujourd'hui, tu as un taux de chômage très bas, tu as un taux d'inflation très haut. Et alors on a un petit modèle, nous, au Cahier où on couple ça avec la courbe des taux, mais on pourrait coupler ça aussi avec le taux de marge, avec d'autres indicateurs. On est quand même entré dans des terrains, alors pas immédiatement, parce que ce qui sauve l'économie mondiale, c'est qu'on est quand même encore en dynamique post-Omicron, c'est-à-dire que la mobilité monte, les services, type hôtellerie, tourisme, portent très bien. Très, très bien. Voilà. Et donc ça remonte, et ça permet de contrer les forces récessives qui sont actuellement en place. Et donc prenons les États-Unis. Les États-Unis, actuellement, si je regarde la trajectoire de croissance d'ici la fin de l'année, ils sont à 2, ce qui est assez faible pour eux. 2, voilà. Au 4e trimestre, c'était à 7. 7 en croissance annualisée. Tu vois, ils redescendent à 2. Mais c'est un effondrement. Oui, c'est pas une récession, il n'y a pas de contraction économique. Mais déjà, c'est une chute libre. Parce que, à part ce que je viens de te dire, là, les indicateurs avancés, regarde l'environnement. Resserrement considérable des conditions financières à cause du resserrement de la Fed, baisse du marché action, spread de crédit qui augmente, taux mortgage qui explose, et donc retournement du marché immobilier. Moi, je prends le pari avec toi qu'au 2e trimestre, tu vas avoir un investissement résidentiel aux États-Unis nettement en zone de récession. Tu n'as pas d'impulsion budgétaire positive cette année. Au contraire, tu as une impulsion budgétaire nette négative quand tu compares à l'an dernier. Tout à fait. Tu as donc... Mais alors, attends, Jean-Pierre. Le pic d'inflation, voilà, et tu as la demande mondiale qui baisse. Et regarde bien un truc très important, parce que tu parlais de stagflation tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand la demande mondiale baisse ? Il y a un régulateur qui se met en place, c'est que les prix des matières premières baissent. Et là, ça se passe pas. Pourquoi ? Parce que, évidemment... Parce que embargo pétrolier, parce que guerre en Ukraine, parce que... Voilà. Ah, mais ça, c'est la cerise géostratégique sur le gâteau, quoi. Et avec tout ça, à fait. Avec ça, tu voudrais... Enfin, tu voudrais, quand je dis tu, c'est le monde voudrait qu'on évite la récession. Enfin, j'adorerais, hein. Et j'ai pas dit que ce serait une récession très grave ni très longue, mais je pense que ça va être quand même très difficile d'éviter un truc pareil. Alors, sur la Chine... Mais toute la question... Attends, parce que cette récession, toute la question, si cette récession que tu supportes sur, j'en sais rien, 3, 6, 9 mois, tue l'inflation, à la limite, pourquoi pas prendre de la récession, voilà. Mais moi, je pense que c'est le prix à payer. Le sujet de la stagflation, c'est justement qu'elle ne tue pas l'inflation. Ah oui, alors là, tu parles... Ça, c'est la Grande-Bretagne des années 70. Globalement, c'est là que le mot avait été inventé. L'ensemble du monde occidental, puisque en France aussi. En France aussi. Même en 1980, année de croissance très faible, on avait 14% d'inflation. Donc c'était un phénomène global. Sauf que c'était un cycle long. Parce que les anticipations d'inflation étaient maintenues notamment par les clauses d'indexation des salaires. On n'a pas aujourd'hui, à part un ou deux pays comme la Belgique, si tu veux, t'as pas de clause d'indexation. Donc, si la récession intervient dans un an et qu'elle purge, effectivement, tu vas te retrouver avec des niveaux d'inflation beaucoup plus bas. Alors, tu ne retrouveras pas les niveaux d'inflation d'avant crise, si tu veux, tu ne retrouveras pas les deux aux États-Unis, 2,5. Et puis nous, c'était plutôt 1,5. Oui, mais c'est pas plus mal ça, parce qu'on m'a raconté pendant 10 ans qu'il en fallait un peu de l'inflation et qu'on allait la chercher à tout prix. Gloire à Satan, comme je l'avais dit ici. Gloire à Satan. Voilà, parce que l'inflation, c'est l'œuvre du diable. Ah oui, t'avais dit ça. C'était qui ça ? André Mauroy. André Mauroy. L'œuvre du diable parce qu'elle respecte les apparences et détruit la réalité. Voilà. Et c'est vrai que c'est un phénomène. Mais
de temps en temps, il faut un peu mentir. C'est un mensonge social, finalement, hein, avec des effets de redistribution un peu pervers, inégalitaires, etc. Mais ça permet de mettre de l'huile dans les rouages, parce que sinon, c'est la croissance en volume qui est principalement touchée. Et donc, quand on a le niveau d'endettement qu'on a, comme aujourd'hui, faut conserver des taux réels nuls ou négatifs. Voilà. Et pour préserver un minimum la rentabilité des boîtes, il faut avoir des salaires réels qui n'augmente pas trop. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Regarde aux États-Unis. C'est ce qui se passe. On va voir. Parce qu'en fait, ce que tu décris là, tu le décris là, aujourd'hui. Oui. Tu l'aurais pas décrit il y a 2 mois, Jean-Pierre. Avant la guerre ? Avant la guerre. Non, on était moins haut et on pensait qu'on serait déjà en désinflation. Et c'est ça, on pensait qu'à l'été c'était fini. Globalement, c'était ça les prévisions. Non, c'était quand même plus haut que d'habitude. Voilà. Ouais. Simplement, ça baisserait plus nettement. On a une guerre. On a une guerre qui en plus touche les hydrocarbures majeurs, et même les métaux industriels. Hein. Et même les fertiliseurs, enfin ça va au-delà de simplement... Et c'est pas seulement d'ailleurs le pétrole dans l'énergie, c'est aussi le gaz, c'est le charbon, enfin bref, c'est global. Donc c'est un phénomène extrêmement important. Et alors quand je fais mes prévisions, moi je suis obligé de prendre des hypothèses sur ce qui se passe en Ukraine. Et je suis désolé d'avoir à dire ici que on observe, malgré un conflit déjà long, de plus de 3 mois, alors qu'au début... Il y avait quand même pas mal de gens qui disaient que ce serait plié en 2 semaines. Non, au bout de 3 mois, c'est pas plié. Donc c'est long. Ça s'intensifie du point de vue des effets de réverbération économique. La Russie n'exporte plus de gaz à la Pologne, la Bulgarie, la Finlande, quand même. Voilà. Ils l'ont coupé aux Pays-Bas, là. Voilà. Il y a maintenant la Suède et la Finlande qui vont rejoindre l'OTAN. Donc l'OTAN a une emprise sur la mer Baltique. C'est quand même un événement géopolitique assez important. C'est pas fait pour arranger les choses. J'ai pas dit si c'était justifié ou pas. La question, elle n'est pas là. Mais du point de vue des tensions géopolitiques, ça s'améliore pas. Du point de vue des sanctions... Je rajoute juste un point là-dessus, et je reviens sur les sanctions, mais les Danois votent là, référendum, j'étais passé au travers, référendum, donc en 92, après qu'ils ont dit non au traité constitutionnel, absolument, à Maastricht, ils ont négocié une forme d'exemption pour ne pas participer au programme de défense, et là ils votent référendum pour se donner la possibilité d'y retourner. Donc on est bien sur des changements stratégiques majeurs. Absolument, Ouais. et il y a de plus en plus d'armements lourds qui sont livrés à l'Ukraine. On n'en est pas aux munitions, là, aux fusils. Hein, c'est des trucs... Alors que dans le Donbass, si tu veux, j'essaye de me documenter tous les jours à peu près sur ce qui se passe. On peut dire que l'armée russe avance, mais assez laborieusement, assez lentement. Et quand on fait le bilan de la guerre pour Poutine, on se dit, mais ce type, qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans ? Il a gagné Mariupol, Kherson, la mer d'Azov éventuellement... Voilà, il a perdu 20 000 hommes, probablement un peu plus. Il a une dépression dans son pays de -7, -8. Il a perdu la moitié des réserves de change. Tu vas lire le bouquin. Tu vas lire le bouquin de Frédéric qui dit, et c'est en ça où c'est absolument passionnant, et ça va te faire réfléchir, où il balaye l'idée de puissance économique. Parce que justement, de puissance, de concept de puissance économique. Parce que justement, tu te retrouves face à des idéologues qui vont être prêts à payer, mais Absolument. ils s'en Je suis d'accord. foutent, nous dit Sauf que ils s'en foutent. Je m'appelle Vladimir Poutine. Je ne reçois plus les puces, les biens intermédiaires qui me permettent de fabriquer des armes. Et ça, c'est un peu plus sérieux. Pas suffisamment... Alors, peut-être qu'il en a parlé dans son bouquin, mais ça, c'est un point très, très important, parce qu'il a besoin aussi des autres. Voilà. Et alors... Après, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce qu'il dit dans le bouquin, mais moi j'essaye de me poser la question, qu'est-ce qui peut réguler Poutine ? On pourrait se dire, c'est les oligarques. Manque de bol, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disparaissent. Ouais. On pourrait dire, c'est les maires de soldats. Plus de 20 000 morts. On en a beaucoup parlé de ça, on les voit pas. Ce que j'ai observé, enfin ce que j'ai lu plus exactement, c'est qu'apparemment, le nombre de victimes est très réparti dans le territoire. Donc c'est relativement discret pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire également quels sont les autres régulateurs. Les médias, il n'y en a plus. C'est une propagande abrutissante. Et Poutine, alors là, sans doute que l'auteur du bouquin, Frédéric Ancel, doit le dire, Poutine est quand même non seulement dans une paranoïa personnelle, mais même, je crois qu'il est dans une bulle idéologique où il continue le combat de Staline contre Hitler. Il continue le combat des premiers tsars, de la guerre patriotique. De la Sainte-Russie. Oui, mais enfin, on va dire. Non, mais il met Staline dedans, mais de la Sainte-Russie. Oui, tout à fait, c'est exactement ce qu'il explique. Sauf que dans l'imaginaire des Russes, ce qui a fait leur fierté sur l'après-guerre, c'est les 20 millions de morts et la victoire sur les armées d'Hitler.
C'est ça. La Grande Guerre patriotique. Oui, qu'ils appellent pas la Deuxième Guerre mondiale. Non, absolument. Ils appellent ça là, et c'est pour ça qu'ils le fêtent le 9 mai, pas le 8 mai, exactement. Et donc ça, et ça c'est son jeu, voilà. Alors on est face à un impérialiste du 19e siècle, voilà, on est une espèce de Napoléon un peu moins courageux, quoi, on va dire. C'est pas parce que je suis français, mais voilà, on va dire ça un peu moins visionnaire, parce que franchement... Oui, je crois que sa connaissance de l'art militaire ne doit pas être celle de Bonaparte. Exactement, voilà. Absolument. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Moi, je suis dans l'inconnu. Et donc, je prends un pari sur quoi ? Je prends un pari sur une guerre longue. Poutine, il compte sur quoi ? Il compte sur l'épuisement démocratique, c'est-à-dire le fait qu'on en ait marre de payer pour ça et qu'on paye d'un prix du baril trop élevé. Il compte sur le retour de Trump en 2024, selon quoi, et à mon avis, il a un peu tort, parce que le parti républicain qui est derrière Trump, il n'est pas du tout favorable à Poutine, même si je reconnais que Trump a été assez ambigu, on va dire, les choses comme ça, sur Poutine. Il compte sur ces trucs-là, mais il a le temps, parce qu'il n'y a pas de régulateur interne. Et sur la destruction massive, quand même. C'est-à-dire que, là, je lisais ça hier, son aviation, qui maintenant, quand même, a réussi à se réorganiser, et notamment à comprendre comment éviter les armes portées ukrainiennes, inflige des bombardements, c'est de la destruction pure et simple, quoi. C'est l'armée de Staline. Alors, pour le coup, c'est exactement la même logique que l'armée de Staline. Oui, mais en face, il a quoi ? Il a une guerre d'indépendance. Ouais. Pour la première fois. Les Ukrainiens sont en guerre et dans leur esprit. Et ça, c'est un grand échec de Poutine. C'est qu'il n'a pas réussi à annexer les esprits, si je puis dire. Voilà, il a non seulement les territoires, mais également les esprits. Et on s'en vent debout contre eux. Et il y a quand même des actes de résistance quand même extrêmement impressionnants. Mais donc revenons, tout ça est très intéressant, mais revenons à nos moutons purement économiques, purement macro. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu ne peux pas là donner de visibilité. Parce que c'est ça qui est très très compliqué pour les entreprises. Le consensus. Je vais te dire, donner une idée du consensus. Mais c'est pas le consensus que je veux. Moi, c'est l'opinion de Jean-Pierre Petit. Je vais donner mon opinion par rapport au consensus. Ouais. Nous, on est sous le consensus depuis le début de l'année. Mais là, quand je vois 2023, je vois aux États-Unis 2. Franchement, ils vont faire, si tout va bien, un petit 1,5. Voilà. La zone euro, 2,3. Enfin, franchement, la zone euro est encore plus handicapée que les États-Unis par certains côtés, parce qu'on est plus dépendant de la Russie. Enfin, voilà. Bien sûr. Donc, on va faire un tout petit 1 si tout va bien. Voilà. Donc, tu vois, sur la récession, on va peut-être pas avoir une récession moyenne annuelle, si tu veux, parce que tu auras quand même un effet d'acquis à la fin de l'année. Mais tu te dis que quoi, mi-2023, on a purgé le truc. Ah non, au contraire, mi-2023, on rentre dans le dur. Attends. Purger, tu parles de l'inflation ? Bah oui. L'inflation, elle va commencer à diminuer en glissement annuel déjà à partir de l'automne déjà. Alors, ça va rester encore très élevé, mais ça va continuer. Mais alors, la récession va aider. Enfin, si je puis dire. C'est ça, à purger le truc. À purger, parce que ça va jouer sur les anticipations, sur les augmentations de salaire, sur l'emploi, sur tout ce qui fait. Parce que s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est évidemment à cause de la guerre, mais il y avait déjà d'autres problèmes au niveau de l'offre, les goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs qui n'ont pas été purgés, soit dit en passant. Il y avait encore beaucoup de problèmes qui ont été renforcés par les problèmes du port de Shanghai dernièrement. Et puis, tu as un marché aux États-Unis, tu as un marché de l'emploi extrêmement tendu. Tu as quand même des augmentations de salaire, un taux de chômage à 3,5, tu as des augmentations de salaire à 5,5. Donc, tu vois, quand je t'ai parlé du taux de marge tout à l'heure, qu'est-ce que font quand les boîtes ont des coûts unitaires du travail qui progressent de 5,5-6 actuellement, si tu lisses un peu sur plusieurs trimestres, tu as des charges financières qui commencent un petit peu à augmenter, ça reste cool, mais enfin, voilà. Tu as, pour les industries manufacturières, une hausse des prix des matières premières, il n'y a pas de miracle, les marges à un moment. Et les marges baissant, qu'est-ce que vont faire les boîtes ? Elles vont couper dans l'investissement, dans l'emploi, dans les stocks. Voilà, Jean-Pierre, face à ça, les banques centrales resserrent les conditions financières. Elles ont tort. Pour toi parce que tu as été défenseur mais aujourd'hui, j'ai absolu du quantitative easing et de ses frères et sœurs. Absolument. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas favorable à l'inflation. Je citais André Monroy tout à l'heure. Je disais que si on se retrouve avec 2,5 ou 3% d'inflation... c'est très grave, c'est très bien. La norme de 2% ne correspond à aucune optimalité. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité nominale. Mais je suis membre du FOMC aujourd'hui à Washington. Je vois une inflation à 8,5. Donc Réserve fédérale américaine, FOMC. Et donc je vois l'inflation à plus de 8. C'est normal que je suis obligé de lancer des signaux quand même.
pour me dire que je m'occupe aussi de l'inflation. Et si tu es membre de la BCE, pareil. Et si je suis membre de la BCE, pareil, sauf que je pense que la zone euro est beaucoup plus fragile, que l'inflation est moins haute, enfin tendanciellement moins haute, que les hausses de salaire, même si elles augmentent un petit peu, sont beaucoup moins élevées qu'aux États-Unis. Donc aujourd'hui, par rapport aux anticipations, j'en ferai un peu moins que Christine Lagarde. Voilà. Mais que je lance des signaux pour dire aux gens, attention, déconnez pas trop, moi je suis quand même obligé de maintenir les anticipations de moyen terme à un niveau quand même assez stable et assez réduit. Je suis obligé de lancer des signaux, je suis obligé de resserrer la politique monétaire. Ok, le sens, ça me va. Faut pas trop en faire. Et d'ailleurs, j'observe que les marchés ont déjà commencé à intégrer, puisqu'il n'y a plus de durcissement maintenant du discours de la politique monétaire, surtout aux États-Unis, et que le taux terminal de la Réserve fédérale, le taux directeur terminal qui est anticipé l'année prochaine, n'augmente plus. Et d'ailleurs, les taux longs, si tu regardes bien, regarde le taux d'intérêt à 10 ans, il n'augmente plus depuis 1 mois et demi à peu près aux États-Unis. Je voulais juste finir avec ça, il nous reste 3 minutes. Et nous, on se tape une crise de la dette ou pas? Non. Non, nous, la France. Ouais, nous, la France ou la zone euro, quoi. Ça y est, on reparle de ces fameux spreads, là. À part l'hypothèse Méluche, si tu crois dans la victoire de la Méluche. Mais à part ça, non. Non. Et d'ailleurs, Christine Lagarde et les membres de... Parce qu'on dépense à tout va, là, quand même, nous, là, mais vraiment à tout va. Mais on n'a pas le choix, on dépense à tout va. Oui, mais si la Banque centrale s'arrête de financer nos dépenses, La Banque centrale, elle n'a aucun intérêt... Enfin, je disais ça déjà en 2012. Avec mais tu me dis qu'il faut qu'elle envoie des signaux, là. N'a absolument aucun... Oui, non, mais que les choses n'aillent pas très bien au niveau de l'économie réelle, ça c'est clair, l'inflation, etc. Mais la BCE ne prendra jamais le risque d'implosion de la zone euro. Puisque sa mission première, même si elle n'est pas marquée dans le traité, c'est évidemment le maintien de la zone euro dans son existence. Et c'est pour ça que Mario Draghi, en juillet 2012, a sauvé le système. Et voilà, et on est marqué par ça. Et d'ailleurs, pour les spreads italiens, surtout avec Mario Draghi à la tête du gouvernement, c'est pas Berlusconi quand même. Voilà, il n'y a pas photo. Donc on trouvera un mécanisme pour limiter les spreads, la croissance des spreads périphériques. Et moi, je pense que sur le plan de l'investissement, d'ailleurs, il faut commencer à s'intéresser à la dette italienne, tu vois, parce que le taux d'intérêt commence à devenir intéressant. Ah oui, mais là, c'est pour les... Ça, c'est pour les investisseurs. Oui, c'est pour les professionnels. On n'a pas le temps. Mais la Chine, Enfin, 1 minute, parce que... c'est puissant. C'est très préoccupant quand même, ce qui est en train de se passer là-bas. Ils sont bien en train de se prendre un bon -5 à cause de mars-avril. Mais... les contaminations, les flux de contamination, le nombre de cas symptomatiques et asymptomatiques a commencé à décliner. Les indicateurs à haute fréquence, tu vois, la congestion automobile, le trafic... Non mais on disait... Non mais ça remonte. Très vite. On disait la Chine, c'est 30% de la croissance mondiale. Globalement, c'est ce que tu me disais. Hein, voilà. Ouais. Si ça mais ça va remonter au T3, c'est ce que je sentais. Le T2 est horrible, mais ça remonte au T3. C'est très conjoncturel. Et oui, et ce d'autant que c'est un des rares pays où la politique monétaire est accommodante et où là, ils viennent de prendre des mesures encore fiscales sur l'automobile, sur les contributions sociales pour relancer l'activité. Ils vont pas assez vite, je trouve, mais ça va remonter, je pense. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Demain, évidemment, Aurélie Planex. Mais non, demain, on se retrouve... mais viens, on est jeudi demain. On se retrouve demain pour débattre ensemble, évidemment. À demain.